Verrouillez votre porte, éteignez les lumières, allumez une bougie, sortez votre plaid et installez-vous confortablement. Bienvenue dans Un autre regard, l'émission de Radio G qui vous plonge au cœur du paranormal et de l'ésotérisme. Bref, tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Bonsoir à toutes et à tous, auditeurs de Radio G. Bienvenue dans Un autre regard. À chaque émission, je vous invite à explorer l'envers du décor, les symboles cachés, les expériences troublantes et les mystères qui bousculent notre vision du monde. Ce soir, je vous propose un voyage singulier, un chemin en 3 étapes pour interroger notre rapport au réel, au temps et à nous-mêmes. 3 thématiques, 3 dimensions, 3 manières quelque part de se perdre ou peut-être de se retrouver. Car derrière ces apparences de mystère, c'est bien de nous qu'il s'agit. L'homme ne se découvre qu'en se perdant, nous disait André Gide, alors nous commencerons notre parcours par un symbole qu'on croit connaître par cœur, mais dont le sens profond se dévoile au fil des pas, le labyrinthe. Du palais du roi Minos à la cathédrale de Chartres, des jardins envoûtants de la Renaissance aux pratiques spirituelles contemporaines, il est ni tout à fait un cercle, ni tout à fait spirale, ni fermé, ni ouvert. Le labyrinthe ne se contente pas d'être un décor architectural ou un motif ornemental. Il a un mystère symbolique profond, un archétype universel. C'est en quelque sorte une énigme vivante qui fascine l'homme depuis des millénaires. Il questionne notre rapport à l'errance, à la quête des sens et à l'épreuve. Le labyrinthe devient ici le miroir de notre chemin intérieur. Puis, nous glisserons dans un autre espace, plus insaisissable encore, celui du time slip ou du glissement temporel. Des milliers de personnes affirment avoir parfois, sans explication, basculé dans un autre temps. Le décor change, les vêtements des passants ne sont plus les mêmes, les bruits, les couleurs, l'atmosphère semble venir d'une autre époque. Ces récits, souvent très précis et troublants, interrogent notre perception du temps. Et si le passé n'était pas si éloigné? Et si certaines failles dans l'espace ou dans la conscience permettaient de le traverser? Enfin, nous terminerons ce voyage avec une plongée plus intime, mais plus silencieuse également, celui de la nuit noire de l'âme. Un concept ancien, mystique, souvent méconnu, mais qui traverse les traditions. Il désigne ce moment de bascule où tout semble s'effondrer en nous, les croyances, les certitudes, le sens même de l'existence. Cette traversée obscure que certains décrivent comme une descente aux enfers intérieurs peut pourtant marquer le début d'une renaissance, un dépouillement nécessaire pour accéder à un autre regard sur soi, sur le monde et sur la vie. Alors préparez-vous à vous laisser surprendre, à remettre en question ce que vous croyez savoir, à écouter peut-être autrement. Vous êtes bien sur Radio G, Un autre regard, et ce soir, une fois de plus, nous franchissons les portes du mystère. Alors le labyrinthe, tout commence souvent comme par un mythe, celui de Dédale, architecte de génie qui construit un labyrinthe pour le roi Minos de Crète. Une construction si complexe qu'elle semble impossible à quitter une fois que l'on y rentre. Le but y est enfermer une créature monstrueuse, le Minotaure, né d'une union contre nature entre la reine Pasiphaë et un taureau divin. Le Minotaure, mi-homme, mi-bête, est nourri de chair humaine. Chaque année, 7 jeunes garçons et 7 jeunes filles y sont jetés en sacrifice. Jusqu'au jour où Thésée, prince d'Athènes, s'y aventure. Avec l'aide d'Ariane et surtout de son célèbre fil, il parvient à retrouver son chemin après avoir vaincu le monstre. Cette histoire, au-delà de la violence mythologique, contient une puissante lecture symbolique. Le Minotaure n'est entre autres que notre part d'ombre, nos pulsions, nos peurs les plus enfouies. Le labyrinthe représente le monde intérieur, celui de l'inconscient. Et Thésée, le héros, qui ose descendre dans cette ténèbre, affronte la bête et en ressort grandi. C'est un récit
archétypale du voyage initiatique. Il faut entrer dans le labyrinthe, affronter ce qui nous terrifie, faire face à soi-même, pour espérer renaître. Le fil d'Ariane, quant à lui, symbolise peut-être la mémoire, la conscience, l'intuition ou même l'amour, ce lien ténu qui nous rattache à la lumière lorsque tout devient obscur. Mais le labyrinthe ne meurt pas avec la Grèce antique, il se réinvente discrètement dans les cathédrales gothiques. À Chartres, au XIIIe siècle, un immense labyrinthe de 12 mètres de diamètre est intégré dans le dallage de la nef. Ce n'est pas un lieu pour se perdre, mais un chemin unique, sinueux, qui mène au centre. Un parcours que les pèlerins faisaient parfois à genoux, en prière et en pénitence. Dans un monde médiéval où voyager à Jérusalem était risqué, voire impossible, ces labyrinthes devenaient des substituts symboliques du pèlerinage. Traverser le labyrinthe de la cathédrale, c'est vivre une démarche spirituelle intérieure, marcher vers Dieu en quelque sorte, ou vers la lumière. Mais attention, le labyrinthe n'est pas un dédale, il ne comporte pas de pièges, pas d'impasse. C'est un chemin unique qui semble s'éloigner du centre pour mieux y revenir. Une métaphore du temps, du doute, de l'attente et quelque part de la foi. Le message est pourtant clair, même si la route semble longue, désorientante et tortueuse, elle mène au but, à condition de ne pas abandonner. À partir de la Renaissance, et surtout à l'époque classique, le labyrinthe quitte les églises pour s'épanouir dans un tout autre univers, celui des jardins des châteaux, des cours royales et des aristocraties européennes. Il devient végétal, un genre de théâtre de verdure. Ici, plus de quête spirituelle ou de symbolisme chrétien, le labyrinthe devient un jeu d'ombre et de verdure, un pouvoir végétal maîtrisé par la main humaine, un miroir du faste et de l'ordre absolutiste. Donc c'est dans les jardins à la française que le labyrinthe connaît son apogée esthétique, on pense bien sûr à Versailles, et plus précisément au fameux labyrinthe de Louis XIV, imaginé par André Le Nôtre. Ce labyrinthe, aujourd'hui disparu, était bien plus qu'un simple divertissement. Il comptait plusieurs centaines de mètres de haies, finement taillées, 39 fontaines et autant de scènes illustrant les fables d'Ésope avec des automates hydrauliques en forme d'animaux. Pourquoi un roi comme Louis XIV, autoproclamé roi soleil, fait-il installer un labyrinthe dans ses jardins ? Eh bien pour éduquer le dauphin tout en l'amusant, pour montrer sa maîtrise de la nature, sa capacité à ordonner le chaos, et surtout pour affirmer un pouvoir absolu, celui de contrôler le visible, le végétal et quelque part l'esprit de ses sujets. Mais les labyrinthes de jardin sont aussi des lieux de jeux galants. On s'y perd à deux, on s'y retrouve à l'abri des regards. Ils deviennent au fil des siècles des lieux d'évasion douce, où l'on s'égare sans crainte dans un univers végétal soigneusement entretenu. Contrairement au labyrinthe spirituel de Chartres, au labyrinthe mythique de Crète, ceux du jardin sont souvent des dédales, avec plusieurs embranchements, des impasses, des tours malicieux, parfois même des miradors ou des statues énigmatiques à leur centre. Le but, désorienter sans effrayer, charmer sans effrayer, stimuler l'intellect et les sens. On y flâne, on s'y promène en robe à panier, éventail à la main, on y joue à cache-cache dans une nature domestiquée. Ce goût pour les labyrinthes végétaux s'étend à toute l'Europe. On en trouve en Italie, en Angleterre, en Autriche, aux Pays-Bas. Chaque cour royale veut son jardin labyrinthe comme signe de raffinement ultime, de culture et d'intelligence. Les labyrinthes anglais deviennent célèbres, comme celui du château de Hampton Court, qui date lui de la fin du XVIIe. Il est toujours visitable aujourd'hui. Il incarne à merveille ce passage de la symbolique initiatique vers le loisir aristocratique. Ce qui est frappant, c'est ce glissement de sens finalement du sacré au ludique. Le labyrinthe ne cherche plus à guider l'âme vers Dieu ou à initier le pèlerin, il cherche à impressionner, à divertir, à représenter un ordre du monde idéal, maîtrisé par la géométrie, la symétrie et le pouvoir. Mais en filigrane, l'ancienne symbolique reste présente. On y entre, on s'y perd, on y tourne, on doute, et au bout du compte, on en ressort changé. Même sous forme de jeu, le labyrinthe continue d'interroger notre rapport au contrôle, au temps et à la découverte de soi. Alors, le labyrinthe des jardins est un théâtre végétal,
un jeu du pouvoir et des sens, où l'on perd l'orientation pour mieux quelque part savourer l'instant. Et si finalement, qu'il soit de pierre, de bois ou de haie, le labyrinthe n'était jamais innocent. Même dans ses formes les plus légères, il pousse à ralentir, à douter, à errer, pour mieux nous laisser surprendre. Et si ce labyrinthe n'était pas qu'un espace physique, mais un territoire mental, un miroir intérieur qui nous révèle à nous-mêmes? C'est le psychanalyste Carl Gustav Jung voyait dans le labyrinthe une représentation du processus d'individualisation. Cette lente conquête de soi-même où l'on affronte ses contradictions, ses ombres, ses blessures pour tenter de devenir unifié. Dans cette lecture, le Minotaure n'est plus un monstre extérieur, mais une part de nous-mêmes refoulée, niée, oubliée. Marcher dans un labyrinthe, c'est comme entrer dans une thérapie silencieuse. Chaque détour est une étape, et chaque retour en arrière, une prise de conscience. Le centre devient le lieu symbolique de la renaissance psychique, du dépassement et du sens retrouvé. Aujourd'hui, certains thérapeutes ou accompagnants spirituels utilisent des labyrinthes tracés au sol pour aider à la méditation, à la guérison et à la transformation. Ils ne disent pas « entrez pour trouver des réponses », mais plutôt « entrez pour écouter ce que votre silence a à vous dire ». Mais alors, question existentielle, le labyrinthe est-il un piège ou une délivrance? Un lieu d'errance mentale ou une voie finalement vers la sagesse? Ça dépend de notre regard. Dans certaines traditions, il représente une prison mentale, nos pensées qui tournent en boucle, nos peurs qui nous enferment, nos mécanismes inconscients qui nous empêchent d'avancer. Il peut aussi être le symbole d'un esprit confus qui cherche la sortie, sans comprendre que c'est le centre qu'il faut rejoindre. Mais dans d'autres traditions, c'est une école de patience, de foi et de lâcher-prise. Il enseigne que le chemin n'est pas toujours direct, que l'on doit parfois s'éloigner pour mieux revenir, que chaque détour, quelque part, a son sens, que la sagesse ne se trouve pas en ligne droite, mais dans les lenteurs des spirales. En tout cas, ce labyrinthe ne cesse hanter de nous inspirer. On le retrouve dans des spirales celtiques, dans des tracés amérindiens, dans les temples hindous, dans les jardins de la Renaissance, dans des rites chamaniques, dans les romans de Borges ou les films comme Inception, The Shining ou le labyrinthe de Pan. C'est un archétype vivant, une carte invisible du voyage de l'âme humaine. Alors il est à la fois extérieur et intérieur, sacré et psychologique, concret et symbolique. Mais en tout cas, il nous murmure « N'aie pas peur d'entrer ». Tu ne t'y perdras pas si tu acceptes de ne pas toujours comprendre. L'importance n'est pas la sortie, c'est ce que tu deviendras au fil du chemin. Alors, après ce soir, après cette émission Un autre regard sur Radio G, nous allons emprunter ensemble ce chemin, déconstruire les images, explorer les croyances, marcher lentement à travers les siècles et les pierres. De la Crète antique à la nef gothique de Chartres, du mythe au symbole, de la pierre au cœur. Et peut-être comprendre que le labyrinthe n'est pas un lieu à fuir, mais sûrement un passage à vivre. Non pas pour s'y perdre, mais pour enfin se retrouver. Et si sortir du labyrinthe ne signifie pas seulement échapper à l'égarement intérieur, mais aussi traverser les murs invisibles du temps lui-même? Car certains témoignages défient la logique. Des personnes affirment avoir vu l'espace d'un instant le passé surgir au cœur du présent. Des rues anciennes qui réapparaissent comme par enchantement, des passants vêtus d'habits d'un autre siècle, des scènes qui semblent échapper d'un rêve ou d'un souvenir appartenant à une mémoire qui n'est pas la leur. Ces mirages temporels, aussi fascinants que déroutants, interrogent. Le temps est-il linéaire ou est-il finalement superposé? Alors après cette courte pause musicale, nous ouvrirons la deuxième porte de notre émission, cap sur ces fenêtres ouvertes sur une autre époque où le réel semble se plier et se confondre avec le présent. Je vous propose Kate Bush avec Running Up That Hill. Vous écoutez Un autre regard sur Radio G 101.5 FM, l'émission qui explore tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. De retour sur Radio G, vous pouvez nous suivre sur 101.5 FM, en DAB+, ou en streaming sur www.radio-g.fr
radiosché.fr, il est temps de pousser les portes du temps et de nous pencher sur les time slips, glissements temporels ou les mirages temporels, quand le passé revient hanter le présent. Imaginez, vous marchez dans une ruelle familière, baignée d'une lumière douce, tout semble normal. Et puis d'un coup, quelque chose change. Le silence devient étrange, l'air plus lourd, le sol semble résonner autrement. Vous relevez les yeux et ce que vous voyez n'a rien à faire là. Devant vous, des passants en habits anciens, une boutique qui n'existe plus depuis des siècles, un fiacre qui traverse une rue pavée disparue, et puis en un clin d'œil, tout redevient comme avant, comme si rien ne s'était passé. Alors, avez-vous rêvé ? Était-ce un mirage, une hallucination, ou avez-vous vraiment glissé hors du temps ? Alors, ce phénomène étrange, qu'on surnomme parfois time slip en anglais, ça désigne une expérience où un individu a soudainement l'impression de se retrouver, très brièvement, dans un autre temps. Alors, pas dans ses souvenirs, pas dans un rêve, mais physiquement projeté ou plongé dans une scène du passé et parfois du futur. Alors, ces expériences sont souvent courtes, intenses et réalistes. Elles peuvent durer quelques secondes à quelques minutes et sont souvent décrites avec des détails précis, des odeurs, des sons, des lumières, des sensations corporelles et même quelquefois des dialogues. Elles laissent les témoins dans un état de stupeur, souvent marqué à vie. Alors, on va voir ensemble quelques exemples célèbres. Alors, le premier, le plus célèbre, c'est ce fameux time slip de Versailles en 1901. Donc, on a Anne Moberly et Eleanor Jourdain. Donc, on est en 1901, deux enseignantes britanniques visitent le domaine de Versailles. Alors qu'elles se promènent autour du Petit Trianon, elles affirment avoir été témoins d'un phénomène étrange qui semble les transporter directement dans le passé. Le Petit Trianon, résidence de Marie-Antoinette, est un lieu particulier pour ces femmes, mais on notait que l'atmosphère et l'apparence des lieux différaient considérablement de ce qu'elles connaissaient. Elles rapportent avoir vu des personnages portant des vêtements d'époque, en particulier des femmes en robe du XVIIIe siècle et des hommes en costume ancien. Anne Moberly identifie même une figure qu'elle croit être Marie-Antoinette, en train de discuter avec d'autres personnages. Elle se retrouve ensuite dans une situation où elle semble perdue dans le temps, en percevant une atmosphère d'ancien régime autour d'elle. Alors après cet incident, elle tente de trouver des réponses, mais se heurte finalement à une confusion croissante. Toutes deux publient leurs témoignages dans un livre intitulé An Adventure, sorti en 1911. Alors bien que plusieurs experts aient tenté d'expliquer l'événement comme une simple confusion ou un effet psychologique, les deux femmes sont restées convaincues qu'elles avaient traversé une forme de portail temporel, ou de moins qu'elles avaient eu un aperçu d'une époque passée. Alors, ce cas, c'est un des plus connus, il est souvent cité comme une des expériences de time slip les plus célèbres. Alors, ça incite de nombreuses discussions dans le monde de la parapsychologie et des études sur les phénomènes de glissement temporel ou de mirage temporel. Deuxième expérience, on file à Liverpool, dans une expérience qui se situerait sur Bold Street. Alors, c'est une rue commerçante animée de Liverpool. Elle a été le théâtre de plusieurs rapports de mirage dans les années 90. Alors, ce phénomène, il a attiré l'attention de chercheurs en paranormal. Alors, plusieurs témoins ont rapporté des sensations inhabituelles en se promenant dans cette rue. Parmi les expériences les plus marquantes, des témoins ont mentionné avoir vu des magasins qui avaient disparu depuis des décennies. Des vitrines de magasins qui semblaient totalement rétro et des personnes vêtues de manière anachronique. Par exemple, une femme a mentionné avoir vu des publicités des années 1960 dans des vitrines de magasins modernes. D'autres témoins ont rapporté avoir vu des bâtiments familiers transformés en structures plus anciennes et des scènes apparemment issues du passé. Alors, ce phénomène était généralement de courte durée, avec les témoins retrouvant rapidement une réalité plus familière. Mais les faits étaient saisissants et persistants. Et nombre d'entre eux ont tenté de revenir à cet endroit sans jamais revivre la même expérience. Ce phénomène a été vu comme une superposition temporelle, où les scènes d'une autre époque semblaient se mélanger avec la réalité présente. Alors ce phénomène, il a attiré l'attention d'historiens, de géologues et aussi bien sûr de chercheurs en paranormal, mais il n'a jamais été expliqué de manière satisfaisante. Certaines théories suggèrent que des changements subtils dans l'environnement urbain pourraient altérer la perception des témoins,
tandis que d'autres ont évoqué des explications paranormales liées à des anomalies spatio-temporelles. Alors un autre cas français cette fois-ci, on va filer vers Rennes-le-Château. C'est un village français qui est déjà entouré de mystères et d'histoires ésotériques. De nombreux récits entourent ce lieu. En particulier, si vous vous souvenez bien, les fameuses histoires liées au prêtre local Béranger Saunière et à ses découvertes supposées concernant des trésors cachés et des secrets antiques. Alors, dans les années 1980, des témoins ont rapporté des expériences de mirages temporels dans cette région. Plusieurs visiteurs du village ont rapporté des expériences étranges lorsqu'ils se sont rendus dans un hôtel réputé être fréquenté par des personnes liées à des mystères du passé. Ils ont affirmé avoir vu des personnages portant des vêtements du 19e siècle et ont eu la sensation de pénétrer une époque ancienne. Certaines personnes ont décrit avoir vu des scènes de la vie quotidienne d'une époque passée, avec des maisons qui ne correspondaient plus à la réalité actuelle du village. Certains visiteurs ont déclaré que cette sensation persistait même après avoir quitté le village et qu'ils n'arrivaient plus à retrouver la scène du glissement une fois rentrés dans la réalité ordinaire. L'événement est largement associé à l'histoire mystique du village et certains chercheurs ont spéculé sur un lien entre l'énergie particulière de ce lieu et les phénomènes temporels. Toutefois, aucune explication scientifique n'a été apportée pour justifier ces événements. Je vous ramène une fois de plus en Angleterre. Nous sommes à Portsmouth, qui est une ville portuaire du sud de l'Angleterre, et un lieu historique où il y a eu plusieurs anciens bâtiments militaires qui ont été conservés. Sur ce lieu a également été le site de phénomènes inexplicables dans les années 2000. Alors un ancien militaire britannique, alors qu'il revenait dans la ville après une longue absence prolongée, a raconté avoir vécu un phénomène de mirage temporel. Il marchait dans une rue qu'il connaissait bien, mais il a eu l'impression que la scène autour de lui avait radicalement changé. Il a vu des soldats en uniforme d'époque et des véhicules anciens, qui selon lui appartenaient à une période bien antérieure à sa propre époque. Il a aussi remarqué des bâtiments qui n'existaient pas dans sa réalité de 2007. Il s'est retrouvé pendant quelques minutes dans un environnement qui semblait être un mélange entre la période victorienne et celle de la Seconde Guerre mondiale. Mais une fois qu'il a quitté la rue, tout est redevenu normal. Ce cas est particulièrement marquant, déjà parce qu'il a été rapporté par une personne avec une grande expérience militaire, et l'incident a été pris au sérieux, par les chercheurs en paranormal. Alors bien qu'il n'y ait pas de preuves pour soutenir cette affirmation, plusieurs experts ont suggéré, là aussi, qu'il pourrait avoir une genre d'altération de la perception du temps, causée par un stress ou un phénomène de mémoire déformée. Mais pour le témoin en tout cas, cet incident demeure inexplicable. Et là, je vous emmène à Paris, avec sa riche histoire et ses nombreux monuments historiques. C'est le théâtre de plusieurs témoignages de phénomènes de glissement temporel. Dans les années 70, des visiteurs de la ville ont rapporté avoir vécu des événements inexplicables, en particulier dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés. Plusieurs témoins ont signalé des changements soudains de leur environnement. Parmi les témoignages les plus frappants, certains déclarent avoir vu des personnes en vêtements anciens, des scènes de la Paris du 19e siècle qui se superposaient à la réalité moderne. Certains ont vu des bâtiments qui n'existaient plus et qui semblaient avoir une architecture d'un autre siècle. Après quelques minutes, l'environnement est redevenu normal là aussi, sans que les témoins aient pu expliquer le phénomène. Alors là, on a été beaucoup en Europe. Il y a aussi le cas des avions japonais de la Seconde Guerre mondiale. Donc là, on est en Asie, notamment au Japon et en Chine, ainsi qu'en Océanie. Il y a beaucoup de témoignages qui ont été rapportés par des témoins qui affirment avoir vu des avions de la Seconde Guerre mondiale, donc des avions japonais comme les fameux Zero, des célèbres chasseurs Mitsubishi A6M et d'autres appareils de l'armée impériale, voler dans le ciel bien après la fin de la guerre. Les premières observations de ce type ont eu lieu dans les années 50, mais certains cas documentés vont jusqu'aux années 70 et plus tard. Donc, les observations ont été faites dans des régions où les témoins se trouvent souvent dans les zones rurales ou isolées, souvent loin des grandes villes et des zones densément peuplées. Donc, plusieurs témoins affirment avoir vu des avions japonais de la Seconde Guerre mondiale traverser le ciel. Ils étaient souvent décrits comme des avions du type A6M, Zero, un modèle célèbre de chasseurs japonais utilisé durant les combats du Pacifique, et d'autres types d'avions militaires japonais de la même époque. Ce qui rend ces témoignages particulièrement intéressants
est que ces avions apparaissent dans un contexte temporel anachronique. En effet, après la fin de la guerre mondiale en 1945, ces avions ont tous été démantelés, détruits ou retirés des airs depuis des décennies. Pourtant, les témoins rapportent bien que ces appareils apparaissent dans un ciel moderne, bien après la guerre, avec les mêmes caractéristiques visuelles que celles observées pendant les combats de la Seconde Guerre mondiale. Alors, l'un des aspects les plus intrigants de ces observations aérospatiales, c'est que les témoins affirment que ces avions ont disparu soudainement ou ont littéralement fondu dans un nuage, comme s'ils avaient été emportés dans une autre époque. Certains témoins ont même décrit une distorsion de la réalité pendant quelques instants, où il semblait que le temps était suspendu, voire inversé. Leurs souvenirs de l'incident sont souvent flous, comme si l'incident s'était déroulé dans un espace-temps parallèle ou distordu. Donc on a un exemple de quelqu'un qui a vu ça pas loin d'Okinawa. Donc lui, il se promenait dans la campagne. Là, il a tout d'un coup observé l'avion qui volait à basse altitude et semblait poursuivre une mission militaire. Totalement stupéfait, il a essayé de suivre l'avion, mais il a vite fait disparu dans un nuage de brume. On a un incident à Guam aussi, donc là on est dans les années 60, donc en 64. Donc un témoin a rapporté avoir vu un avion japonais volant à une grande hauteur au-dessus de l'île. L'avion semblait être un vieux modèle japonais et son apparence semblait totalement anachronique. Et l'avion a tout d'un coup disparu dans un éclair de lumière, comme si quelque part il avait été absorbé par une faille. On a des observations également au Vietnam, donc dans les années 70, donc rapportées par des vétérans de la guerre du Vietnam qui affirmaient avoir vu des avions japonais de la Seconde Guerre mondiale voler dans le ciel du Vietnam près des zones de combat modernes. Ils ont décrit les avions comme étant dans un état parfait de vol, alors qu'on savait qu'effectivement ils n'étaient plus en service. Et ils ont tous précisé que les avions s'étaient éclipsés soudainement ou semblaient avoir été absorbés par un genre de phénomène lumineux qui déformait un petit peu l'espace autour de lui. Alors ces cas, c'est des exemples documentés de ce phénomène de glissement temporel. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas d'explication scientifique claire, ils ont été pris en compte par des chercheurs en parapsychologie et ils continuent bien sûr de susciter les débats sur la nature du temps et la réalité. Alors qu'est-ce que pourraient être effectivement ces fameux time slip, glissement ou mirage temporel? Alors les sceptiques effectivement avancent plusieurs hypothèses. Tout d'abord des hallucinations brèves provoquées par le stress, la fatigue ou des troubles neurologiques passagers. Ils évoquent également la mémoire involontaire où le cerveau mélange souvenirs, lectures, images enfouies et les projette devant nous comme une réalité. Et ils parlent également d'un phénomène de dissociation où le cerveau se déconnecte carrément du présent. Mais alors, comment expliquer les précisions des détails, ces fameux éléments historiques qui se retrouvent exacts, que certains témoins ignorent même alors qu'ils sont en train de décrire, ou encore, comment est-ce qu'on explique les traces matérielles qui ont parfois été rapportées? Alors certains chercheurs et auteurs ésotériques, eux, évoquent plutôt des anomalies spatio-temporelles. Certaines théories suggèrent que les témoins ont été confrontés à des rifts spatio-temporels, des genres de failles, des anomalies dans la trame du temps ou de l'espace, où des événements du passé semblent se manifester dans le présent de manière intermittente. Alors pour certains chercheurs en paranormal, ces événements sont le résultat d'un phénomène inexplicable où des espaces-temps parallèles et des portails temporels sont ouverts de manière sporadique, permettant aux témoins de voir des événements du passé comme s'ils se déroulaient dans leur époque. Et là, ça nous emmène à nous demander le temps. Et si c'était un tissu malléable? Peut-être est-ce que le temps n'est pas linéaire, mais circulaire. Et si les instants du passé et du futur existaient encore, à côté du présent, mais sur d'autres fréquences, par exemple? Certains physiciens quantiques évoquent l'idée d'un temps à dimensions multiples, ou d'un univers holographique où tout finalement coexisterait. Alors, le labyrinthe du temps pourrait ne pas finalement être un couloir, mais une spirale, un réseau, un palimpseste. Le phénomène de palimpseste a également été utilisé dans le cadre de la perception du temps, notamment dans des récits ou des événements qui semblent superposer plusieurs époques ou plusieurs moments. Dans un contexte de phénomènes paranormaux ou de glissement temporel, un événement du passé pourrait réapparaître dans le présent de manière furtive, finalement comme une cicatrice d'un temps effacé. Les traces du passé se manifestent de manière subtile, mais leur existence reste tangible dans la mémoire collective ou dans la réalité observée. Alors pour conclure cette deuxième partie, il apparaît que les phénomènes de glissement temporel, de distorsion quelque part de la réalité, nous invitent à repenser notre conception traditionnelle du temps et de l'espace. En effet,
Ces événements suggèrent que le temps n'est pas une ligne droite, mais qu'il est peut-être plus fluide, plus flexible et peut-être même se superposer de manière inexplicable. Alors, ce sont des expériences qui défient en tout cas nos repères habituels, remettant en question notre compréhension des lois qui régissent notre univers. Le fait que des événements du passé puissent surgir dans notre présent ou des phénomènes anachroniques se produisent soulève bien sûr des questions sur la nature de notre perception et sur la possibilité de phénomènes encore non compris qui transcendent notre conception actuelle de la réalité. Ainsi, plutôt que de nous limiter à des explications rationnelles ou scientifiques, ces phénomènes nous poussent à explorer le non-visible, à ouvrir notre esprit à la possibilité d'une réalité plus vaste, où les frontières entre les différentes époques et dimensions de l'existence pourraient ne pas être aussi nettes qu'elles semblent l'être. En fin de compte, ces expériences interrogent non seulement notre vision du temps, mais aussi celle de notre propre place dans ce grand enchevêtrement d'événements et de réalités entrelacées. Alors pour introduire la troisième partie de cette émission d'un autre regard sur Radio G sur la nuit noire de l'âme, nous pouvons établir un lien avec ce que nous avons exploré à propos des glissements temporels et des distorsions. Si ces phénomènes jouent avec nos rapports temporels, la nuit noire de l'âme agit de manière similaire sur notre réalité intérieure. C'est un passage où l'âme traverse une obscurité profonde, une crise spirituelle et une remise en question totale de soi. Alors, comme les distorsions du temps, cette épreuve personnelle perturbe notre perception, mais elle ouvre aussi la voie à une transformation profonde. La nuit noire de l'âme est une épreuve qui, malgré sa souffrance, devient un chemin vers la renaissance. C'est là que notre exploration prend un tournant. Comment est-ce que la souffrance intérieure peut-elle nous emmener à une nouvelle compréhension de nous-mêmes ? Dans cette troisième partie de notre exploration, nous allons nous plonger dans un phénomène intime et spirituel, la nuit noire de l'âme. Ce terme, emprunté à la mystique chrétienne, désigne un passage intérieur douloureux où l'âme se retrouve confrontée à des ténèbres profondes, à une crise existentielle en quelque sorte, et à une remise en question radicale de soi. Alors, elle est souvent perçue comme une épreuve. Cette période de souffrance intérieure peut sembler à première vue une abîme sans fin. Cependant, elle est aussi un processus de transformation et de purification. Un chemin mené d'embûches qui mène à une renaissance spirituelle. Alors, pour vous préparer au mieux pour ce voyage intérieur, vous écoutez Un autre regard sur Radio G 101.5 FM, l'émission qui explore tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Alors, la nuit noire de l'âme, c'est un concept mystique qui évoque une période profonde de souffrance intérieure marquée par une perte de sens, une genre de désillusion spirituelle et une remise en question de soi. Alors, ce phénomène s'était développé par le mystique espagnol Saint Jean de la Croix au XVIe siècle, mais il résonne bien au-delà de la tradition chrétienne, ce qui se retrouve dans de nombreuses traditions spirituelles et philosophiques à travers le monde. Alors pourtant, bien que ce terme évoque la douleur et la confusion, il est également perçu comme un chemin nécessaire à la transformation spirituelle et à la croissance personnelle. Alors, ce voyage intérieur, bien que douloureux, mène à une véritable révélation intérieure, un renouvellement de l'âme et une renaissance spirituelle. Alors, la nuit noire de l'âme, qu'est-ce que c'est et quelles sont finalement ses origines ? Alors, comme je vous disais, c'est un processus mystique dans lequel une personne traverse une crise spirituelle intense. Alors, dans sa nuit noire de l'âme, Saint Jean de la Croix décrit ce phénomène comme un passage nécessaire mais extrêmement difficile, où l'âme finalement se trouve dans l'obscurité la plus totale, séparée de la lumière divine qu'elle avait perçue précédemment. La souffrance, le doute et l'abandon deviennent des aspects essentiels de cette expérience. Alors, Saint Jean de la Croix, il explique que ce processus n'était pas une punition, mais plutôt une genre de purification. Selon lui, l'âme doit se préparer et doit se séparer de tout ce qui est matériel et superficiel pour pouvoir atteindre une union parfaite avec le divin. Mais pour parvenir à cette union, il est nécessaire de traverser la nuit noire de manière consciente, ce qui peut impliquer des expériences de grande souffrance intérieure, du désespoir et des fois une sensation de vide. Alors, la nuit noire, ça se caractérise par une perte finalement de repères spirituels.
C'est une expérience où l'individu il se sent perdu, déconnecté de la source, quelque part déconnecté de son énergie vitale. Les repères matériels, émotionnels et spirituels qui le définissaient jusque-là se dissolvent, laissent place à un vide existentiel et un sentiment des fois de désespoir profond. Alors, c'est un phénomène qui touche souvent des individus qui ont connu des expériences spirituelles profondes et qui soudainement voient leur foi et leur confiance vaciller. Alors, contrairement à la simple souffrance psychologique ou émotionnelle, la nuit noire de l'âme s'apparente à un genre de combat intérieur profond où l'âme est en proie à des doutes existentiels majeurs. L'individu se remet en question, se demande si ses croyances sont réelles, si la vie a un sens quelque part, et si le divin ou l'univers l'abandonne. Ce sentiment de séparation et d'abandon est l'un des aspects les plus accablants de cette expérience. L'individu se sent coupé de tout ce qui lui est cher, et souvent cette période est marquée par un sentiment de solitude extrême. Bien que chaque expérience soit unique, la nuit noire de l'âme suit généralement 3 grandes étapes, chacune plus ou moins marquée par un processus de purification et de réévaluation spirituelle. Toute la première étape, c'est une époque un peu de désespoir et de perte de sens. Donc c'est souvent caractérisé par une profonde confusion, par un doute et une perte de sens. C'est-à-dire l'individu ressent une déconnexion totale avec tout ce qu'il croyait être vrai. Alors ça peut se manifester de différentes façons, par un genre de désespoir spirituel où la personne sent que son lien finalement avec l'essence de vie est coupé. C'est un moment où la personne se remet en question tout ce qu'elle pensait savoir et elle se trouve face à une genre de solitude abyssale. Alors ça peut aussi se traduire par une incapacité à ressentir la joie ou à éprouver un sentiment de bonheur, même dans les aspects les plus simples de la vie. La perte de sens se fait sentir dans toutes les sphères de l'existence, émotionnelle, spirituelle et même physique. La deuxième étape, c'est la purification et quelque part la confrontation aux ombres intérieures. Une fois que l'individu accepte l'existence de cette souffrance intérieure, le processus de purification commence. Là, il s'agit d'un travail intérieur difficile. On doit faire face à ses peurs, ses croyances limitantes, ses désirs inassouvis. C'est une période où l'âme doit se libérer des attachements mondains, c'est-à-dire les désirs matériels, les ambitions personnelles et même parfois les relations humaines. Tout devient des obstacles à l'épanouissement spirituel. C'est un temps de confrontation à l'ombre de soi-même, un travail d'introspection où chaque aspect de l'âme est examiné quelque part sous un microscope. Cette étape, c'est souvent marquée par un sentiment d'impuissance face à la souffrance et au mal-être. Mais il devient évident que seul un lâcher-prise total permet de traverser cette nuit noire. Et la dernière étape, c'est la révélation spirituelle où l'individu trouve finalement une forme de clarté intérieure et un réveil spirituel. Ce moment, c'est souvent décrit comme un retour à la lumière, une réconciliation avec soi-même et une compréhension profonde de la vie. Alors, après avoir traversé quelque part les ténèbres, l'individu trouve une nouvelle relation avec le divin ou l'univers et un sens nouveau à sa vie. Alors, il est important de noter que cette étape ne signifie pas la fin de la souffrance, mais plutôt une transformation de cette souffrance. L'âme devient purifiée, renouvelée. Elle retrouve une connexion plus profonde avec sa vérité intérieure, avec un sentiment de paix durable qui peut persister au milieu des turbulences de la vie. Donc, cette véritable renaissance spirituelle permet à l'individu de voir le monde quelque part sous un jour nouveau, plus éclairé, plus serein. Alors, ce processus de transformation spirituelle et personnelle ne se limite pas à une expérience mystique. La nuit noire de l'âme, ça peut être perçu comme un catalyseur de changement profond qui conduit à une évolution personnelle significative. Alors, il s'agit d'une genre de libération de ses anciennes croyances et de ses anciens schémas qui finalement, en traversant cette épreuve, l'âme se réinvente, elle apprend à se détacher des illusions et à se reconnecter à son soi authentique. Alors, ça peut aussi avoir un impact sur la manière dont l'individu, par exemple, interagit avec le monde extérieur. Après avoir traversé cette période d'obscurité, la personne se réveille avec une nouvelle compréhension de l'amour, de la compassion et de la connexion humaine. Il devient plus à même de donner, de recevoir avec une plus grande sagesse et une capacité à voir la beauté dans les aspects les plus simples de la vie. Alors, bien que la nuit noire de l'âme soit particulièrement présente dans les traditions chrétiennes mystiques, ce concept résonne profondément dans toutes les cultures et dans toutes les philosophies spirituelles. Ça représente du genre d'épreuve ultime que l'âme doit traverser pour se purifier et s'élever.
Alors, ces expériences de crise spirituelle, de purification intérieure, donc elles sont perçues souvent sous diverses formes et diverses noms, mais elles partagent des caractéristiques en tout cas communes. Un passage à travers une période difficile dans l'obscurité avant de parvenir à une genre d'illumination ou une transformation. Alors voici quelques exemples de concepts proches dans les différentes cultures. Alors si on voit du côté des bouddhistes tibétains, donc le bardo fait référence à l'état intermédiaire entre la mort et la renaissance. Alors bien qu'il ne soit pas on va dire strictement un concept de souffrance intérieure, ça représente une période de transition, de transformation. Pendant cette phase, l'âme passe par diverses épreuves et visions qui symbolisent les dernières étapes de son cycle karmique avant de renaître. Donc cette expérience de passage, marquée par des visions, des luttes et des confrontations avec l'ego, a des similitudes finalement avec la nuit noire de l'âme. Chez les peuples amérindiens, particulièrement chez les Lakota, l'inipi, c'est un rituel de purification qui ressemble à une sorte de nuit noire initiatique. Dans ce rituel, un individu entre dans une petite hutte chauffée à la chaleur intense des pierres chaudes et y reste pendant une période donnée, alors souvent sans nourriture ni eau. L'intensité de la chaleur et la souffrance physique est symbolique de la mort de l'ego et du processus de purification. Donc c'est un rite initiatique et une métaphore finalement de transformation intérieure. La souffrance permet de purifier l'âme et d'ouvrir l'esprit à de nouvelles perceptions spirituelles. C'est une genre d'expérience de désintégration de soi pour une renaissance spirituelle. Et puis on a Joseph Campbell, dans son travail Le voyage du héros, décrit le passage par des épreuves et des crises comme une étape essentielle dans le parcours initiatique de son héros. Alors bien qu'il ne parle pas directement de la nuit noire de l'âme, il évoque des moments similaires où le héros se retrouve dans une situation de désespoir ou de doute existentiel avant de retrouver la solution ou la sagesse qui lui permet de surmonter l'obscurité. Donc ces moments de crise sont perçus comme essentiels pour l'évolution et la croissance personnelle du héros. Un autre exemple classique dans la mythologie, c'est celui d'Hercule, qui après avoir traversé de nombreuses épreuves, doit faire face à des moments d'isolement et de lutte intérieure avant d'atteindre la révélation et la transformation. Et puis dans le soufisme, la dimension mystique de l'islam, elle propose également un concept similaire à la nuit noire de l'âme qu'on appelle la nuit spirituelle ou le voyage de l'âme. Donc dans le soufisme, cette période, c'est vu comme un processus, là encore, de purification, où l'âme doit traverser des épreuves intérieures pour se rapprocher de Dieu. Les souffrances et le sentiment d'abandon, pendant cette période, sont en fait des moyens de nettoyer l'âme et de la préparer à recevoir une lumière supérieure. Car c'est dans l'obscurité que l'âme trouve sa véritable illumination. Et puis dans de nombreuses cultures chamaniques à travers le monde, le processus d'initiation ou de guérison implique souvent une phase de mort symbolique ou de disparition, où le chaman doit traverser une période de souffrance intense et de rupture avec la réalité avant de revenir avec des connaissances spirituelles profondes. Alors, cette expérience peut être vue comme une métaphore de la nuit noire de l'âme. Par exemple, certaines traditions amazoniennes, le chaman ou l'initié peut être conduit à travers des transes profondes, souvent induites par des plantes hallucinogènes, dans lesquelles il fait face à ses peurs, ses démons intérieurs et ses faiblesses. Donc, cette confrontation avec le monde spirituel et l'âme est perçue comme un moyen d'atteindre la révélation et la guérison. Et puis dans les traditions initiatiques de la Renaissance italienne, il y a le concept du passaggio, ou passage initiatique, faisant référence à une expérience symbolique du passage à travers un état de confusion ou de transformation intérieure avant d'émerger sous une nouvelle forme de sagesse et de pouvoir spirituel. Alors, ces épreuves, qui se déroulaient souvent dans le cadre de rituels secrets réservés à des sociétés initiatiques, sont très proches du concept de la nuit noire en tout cas. Et puis même en hindouisme, le concept de Maya, souvent traduit par illusion, c'est la notion selon laquelle le monde matériel dans lequel nous vivons est une illusion qui nous empêche de percevoir la vérité ultime. Donc la nuit noire de l'âme pourrait être vue dans ce contexte, quelque part comme une prise de conscience de cette illusion. Le voyage spirituel consiste à voir au-delà de Maya et à se libérer des attaches matérielles, des illusions de l'ego, pour rejoindre l'Atman, le soi véritable. Ainsi, bien que la nuit noire de l'âme est un concept profondément ancré dans la mystique chrétienne, il existe des parallèles frappants dans de nombreuses autres cultures et traditions spirituelles à travers le monde. Alors que ce soit à travers des rituels chamaniques, des processus d'initiation, des épreuves mystiques ou des phases de purification, en tout cas, cette idée de passage par l'obscurité avant l'illumination est universelle. Et ça nous rappelle que bien que la souffrance spirituelle soit une partie inévitable du voyage humain, elle est aussi la clé de la renaissance
et de la révélation spirituelle. En fin de compte, la nuit noire de l'âme nous montre que la souffrance n'est pas une fin en soi, mais un moyen de transformation. Retrouvez votre rendez-vous paranormal, un autre regard, un mardi sur 2, les semaines impaires, à 21h sur Radio G. Nous arrivons à la fin de cette émission fascinante, un autre regard sur Radio G Angers, 101.5 FM, ou en streaming sur le site www.radio-g.fr, où nous avons eu le plaisir d'explorer 3 thèmes aussi mystérieux qu'intenses, qui, à travers leur profondeur, nous poussent à nous interroger sur notre propre existence et notre relation avec le monde qui nous entoure. Le labyrinthe, le time sleep et la nuit noire de l'âme sont 3 phénomènes qui, à première vue, semblent distincts, mais qui en réalité se rejoignent dans leur capacité à déstabiliser nos perceptions et à nous offrir des opportunités de transformation profonde. Le labyrinthe, à la fois figure mythologique et symbole initiatique, nous a montré que la vie est pour beaucoup d'entre nous un enchevêtrement complexe de doutes, de décisions difficiles et de moments d'égarement. Le labyrinthe représente ce chemin tortueux que chacun emprunte dans sa quête de sens. Comme dans les anciennes légendes, la traversée de ce labyrinthe nous confronte à nos peurs, à nos désirs contradictoires, mais elle nous offre également une chance de sortir transformés, plus sages et plus réconciliés avec notre propre parcours. La clé du labyrinthe, nous l'avons vu, réside dans notre capacité à persévérer, à accepter les détours et à continuer malgré les embûches, tout en cherchant cette lumière, ce centre symbolisant la compréhension ou l'illumination. Nous avons ensuite abordé le phénomène fascinant du mirage temporel. Alors que ce soit lors d'un voyage, d'une simple promenade ou même d'un moment de méditation, ces témoins de glissement temporel nous offrent une perspective qui va au-delà de notre compréhension basique du temps. Nous avons vu comment ces expériences bouleversent non seulement notre rapport à la réalité, mais aussi à la notion même de l'histoire, du passé et du futur. Ces témoignages, qu'ils soient personnels ou rapportés par des chercheurs, nous rappellent que le temps, tel que nous le connaissons, n'est peut-être pas aussi linéaire et immuable qu'on le pense. Le time sleep pourrait bien nous inviter à repenser la nature du temps et à envisager des réalités parallèles, des dimensions invisibles et peut-être même des portails que nous n'avons pas encore compris. Enfin, le concept de la nuit noire de l'âme, que nous avons abordé en dernier, nous confronte à l'un des passages les plus difficiles, mais aussi les plus révélateurs de la vie humaine. Il s'agit de ce moment où, face à la souffrance, à l'incertitude, à la solitude, nous sommes invités à plonger en nous-mêmes, à dénouer nos peurs et nos résistances pour atteindre une forme de renaissance. La nuit noire de l'âme, loin d'être une simple épreuve, devient un véritable rite initiatique. Alors, ces 3 thèmes, bien que variés dans leur manifestation, s'unissent dans la capacité à nous faire vivre des expériences de transformation. Alors, nous avons bien sûr à cœur de continuer cette exploration avec vous. Si vous avez vécu une expérience liée à l'un de ces phénomènes, un time sleep, un genre de labyrinthe personnel dans votre propre vie ou une traversée de la nuit noire de l'âme, je vous invite chaleureusement à partager vos témoignages avec nous. Vos récits pourraient offrir à ceux qui nous écoutent un soutien, une compréhension et peut-être même une clé pour franchir leurs propres épreuves. Alors, n'hésitez pas à m'écrire, soit sur la page Facebook Radio G Un Autre Regard, soit via le site internet de Radio G, sur la page de l'émission. Votre histoire pourrait non seulement enrichir notre réflexion collective, mais aussi contribuer à offrir une discussion plus large sur les mystères et les phénomènes inexpliqués qui jalonnent notre existence. En tout cas, merci de m'avoir accompagné dans cette aventure à travers les labyrinthes du temps et de l'âme. Alors, dans notre prochaine émission, 21h sur Radio G Angers, nous plongerons dans les mystères fascinants des vies antérieures et de l'hypnose spirituelle. Comment ces vies passées pourraient-elles influencer notre existence actuelle ? Quelles portes l'hypnose spirituelle et de régression pourrait-elle ouvrir pour explorer ces phénomènes et nos mémoires anciennes et profondes ? Pour en parler avec nous, j'aurai le plaisir d'accueillir Catherine Roumanoff-Lefebvre, hypnothérapeute spécialisée, auteure et formatrice, qui nous apportera son expertise unique sur ces pratiques thérapeutiques. Elle partagera avec nous ses connaissances sur la régression spirituelle et expliquera comment l'hypnose peut nous permettre de remonter dans le temps, d'explorer nos vies antérieures et de comprendre les répercussions sur notre vie actuelle. Alors, si vous êtes curieux d'en savoir plus sur ces phénomènes et comment l'hypnose peut vous aider à éclairer certains aspects de votre parcours,
Ne manquez pas cette émission qui promet d'être aussi enrichissante que captivante. Alors rendez-vous dans une petite quinzaine dans cette nouvelle exploration. Alors merci à vous de m'avoir écouté sur Radio G Angers ce soir. N'oubliez pas que chaque pas que vous faites sur votre propre chemin peut être une découverte de votre vérité intérieure. Alors restez ouverts à l'inconnu et surtout continuez à explorer et prenez soin de vous. N'oubliez pas, le paranormal, l'ésotérisme ne sont pas seulement des domaines de l'imaginaire, mais des invitations à voir le monde sous un angle nouveau, à questionner nos certitudes, nos habitudes et à enrichir notre existence tout en gardant notre esprit critique. Vous l'aurez compris, c'est aussi une invitation à adopter un autre regard. Merci d'avoir été à l'écoute. À très bientôt sur Radio G pour un nouveau voyage extraordinaire au cœur de l'invisible et de l'inconnu. Alors, restez curieux, ouverts d'esprit et prenez soin de vous.